Le manager, c'est plutôt celui qui va gérer, organiser le travail de l'équipe. Le leader, c'est celui qui va donner du sens, plus un guide, et qui va donner en fait envie à l'équipe de passer d'un projet, d'une intention à l'action. On accompagne des entreprises avec beaucoup de salariés, beaucoup de managers, dans lesquels on a encore des managers très directifs. Ça, c'est important, c'est vraiment être à l'écoute active de ses collaborateurs, de son équipe. À savoir poser des questions ouvertes. C'est un fondamental. De les former à la communication non violente. Nos domaines d'expertise, c'est vraiment les formations management, leadership et les séminaires de cohésion d'équipe. Bonjour Damien. Bonjour Alexandra. Je suis ravie de te recevoir parce qu'on va démarrer cette deuxième saison, déjà la deuxième saison du podcast. Pendant la première saison, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et de dirigeants qui m'ont raconté un peu leur parcours, leur quotidien. Sur cette deuxième saison, avec Nicolas, on a voulu trouver des thématiques qui nous faisaient sens par rapport justement à l'entrepreneuriat ou à cette casquette de dirigeant. Parmi les différentes thématiques qu'on a pas mal abordées sur cette saison 1, il y avait la notion d'être un bon manager ou un bon leader, ou en tout cas que ce n'était pas évident. Finalement, parmi toutes les missions prévues au démarrage sur leur lancement de structure, celle auquel ils avaient le moins pensé, c'était peut-être cette partie de management de l'humain. Et c'est pour ça qu'on te reçoit, Damien, aujourd'hui en tant qu'expert pour me parler de ce sujet-là. Mais peut-être, avant d'en parler, je vais peut-être quand même te faire te présenter et pourquoi tu es mon bon expert du jour. Raconte-moi tout. Ok, déjà merci de me recevoir Alexandra. Écoute, pour me présenter, donc moi j'ai 56 ans, je suis originaire de Lille et je suis marié, j'ai 3 enfants, des grands enfants maintenant. Et en fait, depuis plus de 30 ans, en fait, je suis dans le management, donc... J'ai un parcours à la base de vendeur et j'ai commencé ma carrière en tant que vendeur chez Coca-Cola. Puis très vite, en fait, je suis devenu manager commercial et pendant 10 ans, en fait, j'ai été manager commercial. Et après une formation justement continue à l'EDEC à Lille, à l'époque c'était à Lille, j'ai fait un 3e cycle en management pour faire du management des ressources humaines. D'accord. Ce que j'ai fait pendant 3 ans chez Coca-Cola. Et maintenant, ça fait 18 ans que je suis donc co-dirigeant de Kaleido. Donc Kaleido, c'est un organisme de formation professionnelle. Et nos domaines d'expertise, c'est vraiment les formations management, leadership et les séminaires de cohésion d'équipe. Ok. Et alors pourquoi, on va dire, cette notion d'équipe, elle est si importante pour mes associés et moi. On est 3 associés en fait, parce que tous les 3 en fait, on a un parcours également dans le sport de haut niveau. Un associé dans le volleyball, une associée dans le raid aventure en équipe, et moi dans le hockey sur glace. Ah oui, c'est pas commun. C'est pas commun en France. Et en fait, depuis l'âge de 10 ans, je pratique le hockey sur glace. Et donc, j'ai eu l'occasion de jouer jusqu'en première division nationale. Génial. Et vraiment de pratiquer ça au quotidien, en entraînement et en compétition. Ok, super. Et donc, vous avez allié, on va dire, les deux dans votre accompagnement. Exactement. C'est qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de faire des ponts, des parallèles entre ce qui se fait de bien dans le monde du sport et qu'on peut importer dans l'entreprise. On dit souvent doper les entreprises aux valeurs positives du sport. Et aussi, il y a plein de choses qui se font bien dans l'entreprise et qu'on veut aussi importer dans les clubs sportifs. Tout à fait. Parce que j'ai été aussi président du club de hockey sur glace, donc des Lions de Wascal, pendant 6 ans. Et l'idée, c'est aussi de structurer les clubs, d'organiser les clubs, un peu comme on le fait dans l'entreprise. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs, cette notion de sport, on l'a beaucoup entendu aussi pendant la première saison où tous les dirigeants et les dirigeants et les entrepreneurs me parlaient de sas de décompression grâce au sport, donc on en reparlera je pense après. Moi ce qui m'intéresse, et ça va faire le pont d'ailleurs, c'est que tu t'es formé au management des ressources humaines après avoir toi eu cette casquette de manager. Et c'est intéressant parce que souvent, on entend justement le fait qu'on se forme au métier qu'on a exercé avant. Donc, je trouve ça intéressant en fait de le faire dans ce sens-là. Finalement, j'imagine que la formation
pour bien connaître le monde de la formation, on la suit d'autant mieux et avec beaucoup plus d'intérêt quand on sait de quoi on parle que d'être d'abord formé à une casquette presque de manager sans jamais l'avoir portée. Ouais. C'est pas évident en tout cas. Bah voilà, et puis je pense que ça dépend aussi vraiment du caractère, du tempérament de la personne. Voilà, je sais que moi j'ai plutôt un profil d'action. Alors je parle de ça aussi parce que chez Kaleido, on utilise beaucoup en fait les profils comportementaux pour mieux se connaître et du coup pour mieux manager aussi les équipes. À travers le disque, hein, à travers le disque. Donc d'ailleurs, dans notre logo, on a les 4 couleurs du disque qui sont reprises parce que vraiment, on pense que c'est hyper important en fait pour bien s'occuper des gens, de bien d'abord être soi-même et donc de bien se connaître. Oui, tout à fait. Et pour le coup, je vais quand même démarrer par la question un peu, j'ai envie de dire un peu incisive, mais est-ce que tu peux me donner ta définition justement d'un bon manager? Et puis, c'est quoi un bon leader pour toi? Ok, alors c'est pas évident cette question. Je me demande même si ChatGPT aurait pas une meilleure réponse que moi là-dessus. Ou en tout cas, il aurait sa réponse. Voilà, il aurait sa réponse. En tout cas, la mienne, c'est peut-être de se dire que traditionnellement, le manager, c'est plutôt celui qui va gérer, organiser un peu le travail de l'équipe. On va dire dans sa dimension peut-être organisationnelle. Et je dirais que le leader, c'est celui qui va peut-être donner du sens, plus un guide, et qui va donner en fait à l'équipe, envie à l'équipe justement de passer d'un projet, d'une intention à l'action. Pour moi, c'est vraiment la différence que je fais entre manager traditionnel, on va dire, et le leadership. Et pour toi, est-ce que le manager d'hier est le même que le manager d'aujourd'hui? Même si je connais un peu la réponse. Et pareil pour le leader, est-ce qu'on a une évolution aussi du rôle de chacun dans cette société qui évolue, avec aussi tous les outils qui nous ont rejoints, qui font partie intégrante de nos vies? Pour toi, est-ce que ça a vraiment évolué? Parce qu'on parle clairement de changement de posture. Toi, tu le ressens aussi dans ton accompagnement? Alors moi, je le ressens beaucoup et surtout de par ce que me disent nos clients. C'est vrai que parfois, on parle un peu de crise du management. Mais en fait, c'est pas évident parce que le manager, le middle manager, c'est celui qui est entre la direction et les collaborateurs. Donc, il est un peu entre le marteau et l'enclume. On a un phénomène qui fait qu'on a du mal à retenir les talents dans l'entreprise. Les gens aujourd'hui ont envie de plus de sens, ont envie d'être responsabilisés, d'être impliqués dans les projets. Et donc, on pourrait dire que un manager qui ne suivrait pas cette transformation, cette évolution, je pense qu'il serait condamné, en tout cas, à peut-être rester tout seul et que toute son équipe s'en aille. Mais est-ce qu'on met pas trop sur la tête, sur les épaules du manager? Je m'explique par là, c'est que, pareil, c'est un sujet qu'on a pas mal traité et ça m'intéresse d'avoir ta vision. Aujourd'hui, on considère que le manager, effectivement, doit mener son équipe pour atteindre l'objectif attendu. On parle de bien-être, on parle de sens. Ouais. Et parfois, chaque collaborateur va venir au travail avec ses soucis et pense que le manager, c'est la personne qui va pouvoir recevoir finalement tous les problèmes de chacun, comme si ça allait être le sauveur, j'ai envie de dire, de ça. Et moi, j'ai 45 ans et pour le coup, j'entends plutôt pas mal de gens autour de moi qui me disent « Mais moi, demain, on me propose un poste de manager, je n'en veux pas. » Oui, j'ai souvent entendu ça, oui. Donc, comment tu vois les choses, toi? Comment tu l'interprètes et comment tu peux accompagner justement ces managers qui te diraient « Mais moi, je suis là pour mener à bien le projet, mais pas pour porter les problèmes de mes gars, quoi. » Alors, il y a un jour qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Le manager, c'est le premier représentant du personnel. » Et ça m'avait marqué, parce qu'en fait, je trouve ça assez juste, c'est que finalement, si le manager joue bien son rôle d'être à l'écoute des signaux faibles, d'être à l'écoute de ses collaborateurs, de les aider finalement, d'être plutôt, on va dire, quelqu'un qui va accompagner, qui va former, qui va entraîner les gens à devenir meilleurs, je pense que ça va bien se passer. Par contre,
s'il est plutôt dans une posture de management directif, où il va descendre des informations, où il ne sera pas, lui, forcément exemplaire dans les comportements, les attitudes, là, je pense que ça va très vite être compliqué pour lui, quoi. Et pour le coup, il y a un autre postulat qu'on entend pas mal aussi sur le manager qui, en France, semble-t-il, en tout cas, je ne voudrais pas parler au nom de toutes les entreprises, mais on entend plutôt que le manager, c'est une promotion et non un poste ou une fiche de mission en tant que telle. Ouais. Et ça, est-ce que toi, tu peux aussi accompagner les entreprises à expliquer que c'est pas juste pour garder un talent qu'on lui dit tiens, allez, toi je te garde, ta prochaine étape, ta prochaine promotion, je te donne une équipe, je te confie une équipe, et de plutôt en tout cas envisager est-ce que la personne a les bonnes ressources pour être un bon manager. Exactement. Et si c'est pas le cas, ça reste un bon talent, mais c'est peut-être pas la prochaine étape. Et là il y a un parallèle vraiment intéressant à faire avec le monde du sport. C'est que c'est pas parce que tu es le meilleur joueur de l'équipe que demain, tu seras un bon entraîneur, un bon coach. Exactement. Alors que c'est souvent ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, chez beaucoup de nos clients, on a constaté ça depuis 20 ans, c'est que on prend le meilleur technicien, le meilleur commercial, on va le mettre directeur technique, le meilleur commercial, on va le mettre directeur commercial. Exactement. Et en fait, les compétences et les aptitudes sont différentes finalement pour au quotidien travailler seul, centré sur un objectif à atteindre tout seul, et demain en tant que manager, leader, plutôt finalement de développer son équipe, d'avoir un objectif collectif, de faire grandir les gens, de les accompagner pour que l'équipe atteigne l'objectif commun. C'est vrai que le parallèle, il est très vrai. D'ailleurs, c'est rigolo. Alors, j'y connais pas grand-chose au foot, mais j'entendais l'autre jour le parallèle avec Kylian Mbappé. Est-ce qu'il sera un bon capitaine ou pas? Mais finalement, on est en plein dedans parce que c'est un très bon joueur. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément la meilleure personne pour gérer l'équipe? Ça, on le verra. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un très, très bon parallèle. Et ça, est-ce qu'une entreprise peut te contacter pour identifier, pour l'aider à identifier finalement dans son équipe qui est le talent, mais qui est finalement le meilleur pour accompagner et manager? Alors, elle pourrait. Elle pourrait. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Ouais. C'est que souvent, en fait, on nous appelle... Et c'est dommage. Ouais. Finalement. Non, mais quand on y pense... Alors, peut-être qu'ils le demandent à d'autres. En tout cas, nous, ils viennent plutôt nous consulter en disant, voilà, on a nommé telle personne au poste de manager, mais maintenant, on est conscient qu'il n'a pas tous les outils, il n'a pas toutes les latitudes pour utiliser ces outils. Donc, il faudrait le former, l'entraîner, le coacher pour qu'il puisse être un bon manager. Donc, si je t'entends, en gros, on peut devenir un bon manager sans l'être au départ. Je pense qu'en tout cas, encore une fois, il y a des attitudes et il y a des outils. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est que, je ne vais pas te mentir, je veux dire, si tu prends un bon bouquin de management, et aujourd'hui, si tu prends le chat, tu vas avoir le fil rouge de comment mener un entretien de recadrage, comment féliciter un collaborateur, comment mener une réunion d'équipe. Ça ne veut pas dire que tu sauras le mener. Et voilà, ça ne veut pas dire que même si tu connais l'outil, même si tu connais la technique, tu auras la capacité finalement à la mettre en œuvre, à utiliser les bonnes attitudes. Et est-ce que ça t'est arrivé d'avoir vraiment au démarrage quelqu'un où il y avait un gros travail à faire? Enfin, j'ai pas de notion, tu vois, du chemin que tu peux identifier au démarrage et les résultats post-formation ont vraiment démontré tout l'accompagnement que tu as apporté. Et un autre qui n'est pas de ton ressort, mais où il y avait pas de moyen d'arriver... est-ce que c'est possible, même avec tous les outils du monde, de ne pas aider et de ne pas accompagner quelqu'un à devenir un bon manager? Alors moi, je suis très enthousiaste, très positif par rapport à ça. Alors c'est peut-être de l'enthousiasme naïf, mais je pense que c'est possible. D'accord. C'est possible. Et moi, je crois beaucoup... Alors c'est pas de moi, on dit souvent 1% de talent et 99% de transpiration dans le sport, mais aussi dans finalement... Tu penses que c'est vrai aussi? Je pense que c'est vraiment possible en ayant les bons outils, en travaillant et en s'entraînant. Je crois beaucoup à l'entraînement. D'ailleurs, j'aime beaucoup le mot anglais, de training plutôt que formation. Parce qu'il y a vraiment cette notion, OK, on a des outils, maintenant on va s'entraîner à les utiliser. Et plus on s'entraîne à les utiliser,
meilleur on sera en match. Et pour moi, le manager, c'est un athlète d'entreprise. Donc, s'il va être bon en entretien individuel, en entretien de recadrage et dans toutes les situations de management, il faut qu'il s'entraîne régulièrement à utiliser les outils et les attitudes. Et toi, au quotidien, tu vas plutôt justement accompagner des managers ou des dirigeants qui veulent avoir en plus cette casquette de management? Alors, c'est les deux. Ouais. C'est les deux. Et c'est intéressant parce que là, on parle aussi de la dimension collective. Ouais. Donc, c'est vrai que dans les formations, c'est des groupes de formation. Donc, Okay. souvent, on va dire, entre 8 et 12 managers qui sont de la même entreprise ou d'entreprises différentes. Mais parfois, on est aussi amené à accompagner le chef de cette équipe, le N+2, on va dire, ou alors un manager en particulier, en individuel. Vraiment, tout est possible. Et quand tu récupères comme ça un groupe de 8, de 10, 12, tu m'as dit maxi 12, on va dire. Alors il n'y a pas de maxi, mais souvent c'est ce qu'on constate, entre 8 et 12 personnes. Ça me paraît déjà beaucoup, tu vois, parce que j'imagine qu'au démarrage, tu n'as pas forcément le même postulat individuel, en tout cas de chacun. Tu ne peux pas forcément partir du même postulat de départ, on va dire, et tu vas te nourrir du collectif, c'est ça, pour faire prendre conscience aux autres. Alors, le collectif va beaucoup m'aider. Alors, notre particularité chez Kaleido, on pourrait dire, on utilise plein d'outils qui existent et qui sont utilisés par d'autres cabinets, mais on va dire, notre gâteau, on le fabrique avec 3 ingrédients. Donc, c'est les outils du manager, le profil disque et les activités ludiques sportives, justement, pour vivre ces comportements dans l'action. D'accord. Donc le collectif va me servir, c'est que je vais emmener les gens sur un terrain de jeu où je vais leur faire une activité ludique en salle de formation. Et au-delà du jeu, je vais leur demander d'observer leurs collègues avec une grille d'observation. Et c'est là où en fait, on va très vite se rendre compte des comportements naturels qui sont différents chez les uns et les autres. Et du coup, tu peux avoir 2 très bons managers qui vont avoir, on va dire, des moteurs très différents pour manager leur équipe. T'en as qui seront très bons dans l'organisation, la préparation, l'anticipation, mais qui devront beaucoup plus travailler dans justement ces prises de parole en public, ce côté convivial, chaleureux, et puis cette communication, on va dire, qui donne envie avec l'équipe. Et il y en a d'autres, au contraire, qui seront très à l'aise dans ces prises de parole en public, dans cette communication avec l'équipe, et qui auront par contre besoin de travailler sur, ok, c'est bien ça, mais il faut quand même qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait une règle, il faut que ça soit structuré, il faut qu'on puisse avoir des repères aussi pour que l'équipe s'y retrouve. Et ça me fait penser aussi, dans cet accompagnement, la notion d'intergénérationnel, on en parle aussi beaucoup. Dans une entreprise, tu as plusieurs générations qui se rencontrent. Dans ton équipe, tu peux manager des tout jeunes sortis d'école avec des gens proches de la retraite. Mais il n'y a pas qu'une question d'âge, il y a aussi une question de réaction, il y a une question effectivement de couleur si on prend le 10, il y a une question d'acceptation, d'acceptation au changement aussi. Comment on arrive aujourd'hui? Est-ce que ça aussi, ça a changé? C'est plus le même manager parce que, pareil, hier, le manager, il avait tout autant une différence intergénérationnelle. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'était la même chose. Mais est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne manage pas la jeune génération de la même manière? Alors, oui, c'est il y a aussi beaucoup de questions, excuse-moi. Non, mais c'est que on accompagne des entreprises avec beaucoup de salariés, beaucoup de managers, dans lesquels on a encore des managers très directifs. C'est-à-dire que eux, voilà, c'est un peu, alors je caricature, mais c'est un peu comme à l'armée. Je donne un ordre, une consigne, et elle doit être appliquée. Et il n'y a pas de discussion sur le comment. Je t'ai demandé de faire telle chose pour telle heure et de telle manière. Et là, aujourd'hui, avec les nouvelles générations, ça ne sera pas forcément bien pris parce que finalement, ça manque de sens. Ça donne pas forcément tellement envie d'avoir en face de nous quelqu'un qui nous dit ce qu'il faut faire, pour quand il faut le faire et comment il faut le faire. Et donc, ça, je dirais que ce manager-là, peut-être qu'il va devoir, avec certains membres de son équipe, peut-être que ça va très bien se passer. S'il a des gens qui aiment finalement être des exécutants, c'est ça. Ça va le faire. Ou s'il a des débutants qui n'y connaissent rien, peut-être qu'ils vont être contents, que ça va les rassurer. Par contre, si en face de lui, il a des gens qui
dont ont déjà un peu d'expérience, qui ont envie aussi d'être impliqués sur le projet, de pouvoir donner leur avis, d'avoir des feedbacks réguliers de leur manager, là, ça va être compliqué. Et c'est là où ça peut être difficile aussi de manager parce que ça nécessite du manager d'accepter d'avoir une posture avec l'un, une autre posture avec l'autre, ce qui lui peut encore accepter de le faire, mais côté salarié, ils vont pas forcément le voir de cette manière-là en pensant que, tiens, toi, pourquoi lui, tu le manages comme ça, moi, tu me manages en directif, alors qu'en fait, c'est le bon manager qu'il lui faut et c'est le bon mode de management qu'il lui faut, mais il ne le voit pas ou il ne le reconnaît pas ou je ne sais quoi. Est-ce que ça peut créer aussi des tensions, le fait d'être un très bon manager? Parce que justement, j'ai compris que toi, tu fonctionnais comme ça et ça, c'est la meilleure des manières, mais il faut aussi le faire adhérer par l'équipe au niveau du collectif et ne pas créer trop de décalage, quoi. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a bien du management individuel et collectif. Et que finalement, quand on fait ce travail avec l'équipe, on se rend compte que l'équipe, elle prend conscience aussi que au sein de l'équipe, on est tous différents. On a tous des manières d'appréhender les sujets différents. Et du coup, c'est normal finalement que le manager s'adresse d'une manière différente à l'un ou à l'autre. Par exemple, nous, on joue beaucoup avec l'histoire des profils de comportementaux, mais on le retrouve aussi par rapport aux compétences. Si je demande à un expert de faire quelque chose, si je suis un bon manager, je vais dire, voilà, Alexandra, je te demande de faire telle chose pour tel jour. D'après toi, ça serait quoi la meilleure manière de faire? Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu ferais? Par contre, donc ça serait la bonne manière, parce que tu sais déjà faire. À la limite, tu n'as pas besoin de moi pour trouver le chemin. Bien sûr. Par contre, si je me comporte de la même manière qu'un débutant, le débutant, il va être inquiet. Il va dire, waouh, je suis perdu. Moi, je n'ai jamais fait. Là, il me demande de donner mon avis là-dessus. Je ne sais pas, moi. Et donc là, pour le coup, il va être super content que son manager lui dit, tiens, dans cette situation, voilà le chemin que je te propose. Vas-y, essaye. Et puis, on en rediscute peut-être si toi, tu vois des améliorations, d'autres manières de faire. Donc, il y a toujours ce feedback constructif, mais dans les deux sens, qui va faire progresser les deux. Et de ce fait-là, est-ce que c'est aussi un autre accompagnement de votre part, d'accompagner un manager plus jeune que ses équipes, par exemple? Alors, ça déjà, c'est hyper important. C'est qu'on rencontre encore trop de managers qui arrivent dans leur poste de manager sans être équipés, sans avoir les outils. Exactement. Et on sait bien que pour bien faire accomplir une tâche, il faut avoir les bons outils. Et donc, celui qui commence comme ça sans avoir aucun outil, il peut vraiment prendre peur. Il peut être dégoûté du management. Bien sûr. Alors que s'il avait eu les outils, si on l'avait formé, si on l'avait entraîné, peut-être que ça serait devenu un très bon manager. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. C'est que cette évolution de job, passer de collaborateur à manager, elle soit automatiquement accompagnée de formation, de coaching individuel, d'accompagnement pour faire grandir, pour aider l'autre et pour toujours rester, en soutien. Tiens, là-dessus, je suis bloqué. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment je pourrais faire? Qu'il y ait une vraie discussion pour que finalement, on soit toujours dans une dynamique de succès. Ouais. À chaque fois qu'on demande à la personne de faire quelque chose, finalement, elle réussit. Ça nous permet de la féliciter et de lui confier une mission plus difficile la prochaine fois. Et comme ça, on va vraiment faire grandir les gens. Toi, c'est un peu ce que tu avais vécu à l'époque chez Coca, parce que si je t'entends, en gros, c'est un peu ton parcours finalement. Tu démarres en tout cas sur ton périmètre, tu gravis les échelons, c'est-à-dire que tu prends plus de personnes sous ton équipe. Comment tu l'avais vécu toi à l'époque? Et j'imagine que ta formation elle n'est pas anodine non plus, c'est-à-dire que tu as vécu un peu cette situation d'être sans outils. Alors, en fait, comme je disais, je crois que ça dépend aussi beaucoup du tempérament. Bien sûr. Moi, j'ai besoin de faire les choses pour apprendre. Donc, d'ailleurs, chez Calido, on est beaucoup dans cette dynamique, c'est de faire les choses aux gens. On dit souvent, on va pas fabriquer le gâteau à votre place, c'est qu'on va vous inviter à faire la cuisine avec nous et à constituer ce gâteau ensemble. Donc, finalement, c'est vraiment de se dire, OK, de commercial, quand je suis passé manager commercial, moi, je pense que j'avais cette envie. J'aimais bien les gens, on va dire, l'humain. J'avais envie de développer, de faire grandir les gens.
mais il me manquait beaucoup d'outils. Donc j'ai eu la chance chez Coca-Cola, c'est une entreprise qui forme beaucoup les gens. Oui, c'est des bonnes écoles. Voilà, donc d'avoir plusieurs formations au management qui m'ont permis d'avoir des outils, qui m'ont permis de mettre des mots sur des choses que peut-être je faisais intuitivement, instinctivement, et de progresser comme ça. Mais moi, je crois vraiment, alors forcément, là, je prêche un peu pour ma paroisse, hein, mais il faut se former toute la vie. Je pense que toute la vie, on peut apprendre des choses. Donc moi, chez Coca, j'ai eu plein de formations. Après 10 ans chez Coca, je me suis formé au management des ressources humaines pour être DRH. Bien sûr. Puis après, je me suis formé 10 ans après pour savoir lire des bilans, des comptes de résultats, pour savoir finalement avoir les outils aussi pour créer ou reprendre une entreprise, pour diriger une entreprise. Je pense que toute la vie, finalement, on a des choses à apprendre, des outils et aussi des attitudes à acquérir. Ouais, c'est d'autant plus vrai quand je pense que là, on est tous dans cette volonté aussi, par exemple, de mieux gérer les outils IA du quotidien. Donc, on est en perpétuelle, finalement, amélioration continue de notre propre capacité de réflexion, parce que c'est comme ça que moi, j'espère utiliser, en tout cas, l'IA. C'est plutôt pour me faire réfléchir que de penser à ma place. Mais c'est intéressant, en tout cas, et donc, est-ce que ton accompagnement, pour revenir un petit peu à cette question aussi de début par rapport à l'évolution du management depuis ces quelques années et puis celui de demain, est-ce que dans ton accompagnement, tu as intégré de nouvelles choses qui n'étaient pas nécessaires de parler ou de faire il y a une dizaine d'années, qui aujourd'hui te paraît intéressant et inévitable demain, par exemple? Ok. Alors déjà, moi, j'adore la phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc en fait, pourquoi je parle de ça? C'est que je pense que c'est important de mettre les collaborateurs dans cette dynamique et on va dire de les accompagner avec cette philosophie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est de mettre la personne dans une situation où il va réussir, où il va avoir un succès, on va pouvoir le féliciter. On va se nourrir en tout cas d'une étape. Et si jamais ça ne marche pas, c'est vraiment que là, le feedback constructif puisse intervenir. Bah tiens, si tu devais le refaire demain, d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu choisis de mettre en œuvre? Mais qu'on soit vraiment toujours dans cette construction, on va dire, à deux, de la réussite. Donc, ce qui a évolué, pour revenir à ta question, hein, c'est que je pense que, ou ce qui doit évoluer, c'est que l'écoute. Alors, ça paraît évident, on dit souvent... Je suis pas sûre que ça soit si évident que ça, tu sais. On a été créé avec une bouche et 2 oreilles, et pourtant, on parle 2 fois plus qu'on écoute. Hein. Du coup, ça, c'est important, c'est vraiment être à l'écoute active de ses collaborateurs, de son équipe. On a chacun un vécu différent, une culture différente, des expériences différentes. C'est hyper enrichissant d'être à l'écoute de quelqu'un qu'on ne connaît pas et d'apprendre finalement des choses en l'écoutant. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Donc ça veut dire qu'on doit former les gens à savoir écouter activement, à savoir poser des questions ouvertes. Ça peut paraître bête, mais c'est un fondamental. De les former à la communication non violente. Parce que aujourd'hui, on parle souvent d'entreprises où il y a des burn-out, où il y a des gens qui sont en dépression. C'est aussi peut-être parce que dans la façon de manager, on n'est pas à l'écoute de ces signaux faibles, où on communique avec eux de manière beaucoup trop agressive, sans tenir compte finalement de la vie, du filtre des uns et des autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment des évolutions. L'IA, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. L'IA... pour moi, c'est un nouvel outil. On ne peut pas dire, allez, je fais l'autruche et je n'en tiens pas compte. Non, je pense qu'il faut vraiment bien le connaître, s'en servir, et en même temps, pas non plus lui donner trop d'importance. Ça reste qu'un outil. Tout à fait. Et donc, exploiter à sa juste valeur. Au mois de juillet, alors c'est toujours un peu plus calme dans l'information au mois de juillet, donc j'ai eu l'occasion de me former chez un de mes confrères qui donc justement utilise l'IA pour aider les formateurs internes à mieux finalement concevoir, préparer leur formation.
D'accord, c'est dans le sens de la préparation. Ouais. Ok. Et j'ai découvert des trucs incroyables avec ChatGPT, avec Gamma et les autres outils. Et sincèrement, je trouve que quand parfois on doit partir d'une page blanche, ça peut vraiment aider à se dire tiens, c'est pas mal, ça me structure l'esprit et je vais sans doute refaire 80% de ce qu'il m'a dit, mais ça me permet d'avoir une base bien structurée. Oui, et puis parfois, moi je sais que je vais, par exemple, l'utiliser parce que, comme tu sais, je fais aussi de la formation, mais sur un autre domaine. Et pour le coup, sur, tu sais, des tournures ou des manières d'aborder les sujets où parfois il me dit, attends, soit va plus clair, va plus à l'essentiel. Là, il y a trop de chemins détournés pour aller à l'essentiel. Il y a une idée derrière tout ça. Prends ton idée, quoi. Et c'est vrai que ça permet parfois de vouloir mettre beaucoup d'arrondis sur un truc où non, en fait, le sujet, c'est ça, c'est point, on n'en parle plus, quoi. Et on revient sur un sujet intéressant, Alexandra, c'est qu'en fait, quel que soit l'outil, bien souvent, je rencontre des gens, et moi le premier, à dire « Non, mais cet outil, il est nul, ça va pas ». Ben non, souvent, en fait, on se rend compte que soit on l'a pas bien compris, l'outil, bien sûr. On sait pas bien comment l'utiliser, ou on l'utilise tellement peu souvent qu'on ne sait plus l'utiliser. Ou qu'on ne nous a pas donné le sens, encore une fois. Ouais. On en revient au même, puisque pour le coup, ça c'est quelque chose qui me parle, effectivement. Si tu n'expliques pas les bénéfices que ça va apporter à la personne qui va l'utiliser et le sens aussi de la structure qui a décidé de le mettre en place, tu passeras complètement à côté de l'implémentation de ton outil dans la structure. Donc effectivement, c'est hyper important. Et je trouve que c'est en même temps... C'est pour ça, tout à l'heure, quand je disais, tu prends un bon livre sur le management, les outils, ils sont là. Je veux dire, on n'a pas réinventé la roue. Par contre, je pense que le rôle du formateur, du consultant, c'est vraiment de donner en fait envie aux gens de les connaître, ces outils, et de les utiliser. Hein. Oui, et puis toi, tu apportes aussi l'expérience et la maturité, mais dans le sens où tu as rencontré plein d'autres managers que tu as accompagnés, et c'est aussi ça qui te nourrit aujourd'hui. J'ai envie de te dire, le premier jour, peut-être que tu avais, je caricature un peu, mais l'équivalent du livre que tu as lu, en 17 ans, tu me disais ? Ouais, 18 ans. Ouais, 18 ans. Pour le coup, tout ce que tu t'es nourri d'expériences, de vécu, de retour d'expérience avec tes formations, te rend complètement différent que du livre lu il y a 18 ans. Enfin, tu vois. Et pour le coup, et te rend différent de ChatGPT. Et ça me fait penser à... Tu vois, parce que tu as le vécu et toutes ces expériences-là que aucun autre outil n'a, lui, en main. Je sais pas si tu l'as vu, le film Will Hunting. Oui, bien sûr. Ça me fait penser à ça, parce qu'en fait, je sais plus le nom de l'acteur, mais... En fait, il connaît intellectuellement toutes les manières d'aborder les sujets, et il est brillant, sauf qu'il les a jamais vécus. Et c'est ça que j'aime bien dans... Je me souviens plus des acteurs, mais en fait... Incroyable. Robin Williams, qui joue le rôle du prof. Il lui dit en gros qu'il n'a rien vécu et qu'il comprend rien à rien. Quoi. Et quand il lui parle de justement, mais tu as déjà vécu une vraie relation amoureuse quand il lui parle. Et là, tu te rends compte que... c'est ça. Et je pense que c'est là, en fait, où on doit intervenir. C'est là où on doit être très bon. C'est pas juste apporter un outil. C'est OK. C'est maintenant, on va l'utiliser, on va s'entraîner. Et tu vois, il y a une autre citation que j'adore d'Aristophane qui disait « Former des gens, c'est pas remplir un vase, c'est allumer le feu. » Et tu vois, pour moi, c'est ça. Si on est là pour allumer le feu qui est en chacun de nous et qui va leur donner envie de se former, de s'entraîner et puis de faire grandir leur équipe, du coup. Oui, parce que finalement, entre la première journée où ils ont eu cette casquette, j'ai envie de dire, si je peux parler, ou cette posture, ou ce rôle, ou cette mission de manager, et le jour 280, c'est déjà plus les mêmes. Et le jour 1880, c'est plus le même non plus. Et puis après, pour le coup, c'est d'autres sujets qui viendront peut-être dans sa tête, de savoir s'il a envie de continuer ou pas à porter ce rôle-là et à accompagner l'équipe. Mais ça sera peut-être plus cette légitimité à l'être ou pas. C'est est-ce que j'ai encore envie ou pas ? Et ça, c'est différent. Oui. Et tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment 3 critères fondamentaux. C'est quand tu as une idée, un projet, et que tu as envie que ton équipe passe à l'action.
on parle beaucoup de sens. Et c'est vrai que c'est hyper important de donner le cap, d'expliquer où on va, que ça soit un objectif partagé par toute l'équipe. C'est aussi de générer l'envie. Et pour moi, la posture du manager, et c'est là où on va plus parler de leader, c'est celui qui doit donner envie à son équipe de passer à l'action, de par sa manière d'être, de par sa posture, de par son exemplarité. C'est pas juste avoir un échantillon, de dire des choses, mais pas avoir d'échantillon sur soi. Il faut qu'au quotidien, on puisse les vivre, ces préceptes, ces valeurs qu'on prône. Hein. Et le troisième critère, c'est les moyens. Est-ce qu'on s'est bien assuré que dans l'équipe, chacun a bien les moyens de passer à l'action ? Tout à fait. Ça peut être les moyens parfois intellectuels, parfois ça peut être des moyens juste des outils qui manquent, parfois ça peut être du temps qu'on n'a pas forcément, ou rajouter une personne dans l'équipe, ou mieux gérer la délégation pour optimiser l'équipe. Donc ça, c'est hyper important en fait. Ouais, c'est important et c'est là où je disais que souvent c'est une promotion et pas forcément une fiche de poste en tant que telle. C'est justement sur cette notion de temps que le manager n'a pas forcément en fait en plus parce qu'on lui a dit bah tiens, tu as fait une super année, tiens en plus tu récupères 3 personnes. Je caricature, hein, mais on l'a déjà entendu en tout cas cette histoire-là. Sauf qu'en fait on lui a rien changé à ses missions d'avant. Il a juste récupéré en plus 3 personnes à manager. Mais il n'a pas plus de temps. Ouais. Et donc, ce temps-là, qui est capital, qui est essentiel pour accompagner ton équipe, aussi autonome que puisse être ton équipe, mais pour la manager, il te faut du temps. Ouais. Et si ce temps-là, tu ne l'as pas, on ne donne pas les moyens. Parce que les moyens, ce n'est pas que des outils, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi effectivement du temps. Et ça peut aussi ne pas fonctionner. Et alors, il y a un truc, si on revient sur les évolutions, que je constate aussi chez nos clients, hein, et je trouve ça très bien, c'est que de plus en plus, dans les documents, les outils de formalisation des entretiens annuels, on commence de plus en plus à voir des critères qui évaluent vraiment la performance de manager. Oui, c'est vrai. Parce que pendant longtemps, c'était en fait, on te nommait manager, tu devais être bon, mais en même temps, on t'évaluait que sur des critères business, métier. Tout à fait. Donc finalement, si on veut que quelqu'un progresse sur un sujet, on sait qu'il faut l'objectiver sur ce sujet-là. Et ça, je trouve que c'est bien parce que ça évolue vraiment. Et maintenant, il y a une vraie... on va vraiment évaluer comment est-ce que le manager, il tient son rôle au quotidien, comment est-ce qu'il est dans l'écoute active, comment est-ce qu'il fait grandir ses collaborateurs, avec des résultats aussi concrets sur le sujet. Et ça, je trouve ça très bien. Et tu penses, en toute transparence et honnêteté, que les personnes de son équipe osent dire les mêmes choses, tu vois, dans les entretiens en one-one. Oui. Est-ce que tu vas avoir le même retour du manager vers ses employés, qui n'est pas évident non plus, cette période-là où tu dois évaluer aussi le semestre ou l'année passée par ton équipe, où parfois tu as envie de te faire bien voir. Donc, non, en fait, c'est tes moyens, mais tu vas mettre bien parce que, tu sais que ça va mieux passer. Donc ça, c'est pas évident dans ce sens-là. Mais de l'autre, quand c'est ton collègue qui doit te dire si tu es un bon manager ou pas, c'est pas évident non plus. Donc, tu vois, je trouve que c'est un super exercice, justement, de délégation et de responsabilisation, l'entretien annuel. Moi, sur mes dernières années chez Coca-Cola, en fait, ce que je faisais avec mon équipe, c'est que je leur disais, allez-y, vous avez le document, vous préparez votre entretien annuel. Oui, tout à fait. Alors, bien évidemment, moi, je le préparais aussi de mon côté, mais le but de l'entretien, c'était un échange. C'est de vérifier qu'on est raccord, quoi. Voilà, et si... dans les échanges, ça a confirmé, tant mieux. Si on avait des points de désaccord, on en parlait. Et à la fin, je dis, ok, moi j'ai confiance en toi, vas-y, tu fais la synthèse de l'entretien, tu rédiges la synthèse, et puis une fois que tu l'as rédigée, tu me l'envoies. La confiance n'exclut pas le contrôle. Bien mais sûr, je me rendais compte que ça ne m'est pas arrivé une seule fois que ce qui était repris dans la synthèse soit différent des échanges de ce que vous aviez vraiment dit. Donc pour moi, je trouve que c'est aussi un bon moyen de responsabiliser, de faire confiance et de déléguer finalement une mission qui prend beaucoup de temps au manager. Bien sûr. Et sur laquelle il n'y a pas réellement de valeur ajoutée. Non, mais tout à fait. Et c'est là où peut-être lors de ces entretiens où ça peut être parfois plus difficile pour avoir accompagné pas mal de jeunes diplômés, de leur faire passer des messages parce que c'est une génération très en demande de reconnaissance. Oui. Beaucoup. Oui. Ça n'est
pas compliqué pour eux de te dire que là, ça leur convient pas. C'est plus difficile. Alors, je caricature en disant cette génération, il y a évidemment, on est bien d'accord qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais de ce que j'ai pu, en tout cas, suivre, pour avoir suivi quand même plus de 1500 étudiants en quelques années, j'en ai quand même vu pas mal. C'est parfois plus difficile à entendre les axes d'amélioration. Alors en plus, tu vois, il fallait mettre beaucoup de forme. On ne parle pas de défauts ou d'erreurs, on parle d'axes d'amélioration. Alors vraiment, c'était très, 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 très bien. Mais attention là, peut-être, parce que pareil, je suivais les alternants en entreprise, donc j'avais les rendez-vous avec les tuteurs, ou pareil, les tuteurs, parfois, bon, selon le secteur d'activité, c'est plus ou moins cash. Tu vois, si tu es sur... alors, sans encore une fois caricaturer, mais quand tu es dans le retail, tu as moins de temps d'aller prendre le temps de mettre beaucoup d'arrondis. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Quand ton rayon, il est pas carré, il est pas carré. Quand tu avais des objectifs sur la période de Noël et que tu l'as pas atteinte et que ça a joué potentiellement un rôle sur le business, bon, bah, il y a un moment, tu peux mettre toutes les rondeurs que tu veux, l'objectif, il n'est pas atteint. Bien évidemment, avec toute la compréhension que quand tu es en alternance, tu as le droit à l'erreur. Enfin bon, bref. Mais il y avait quand même des moments où c'était intéressant de pouvoir expliquer pourquoi il n'avait pas atteint, et c'est parfois mal pris. Comment tu accompagnes les managers à accepter aussi que comme tu disais, il y a l'écoute, mais il y a aussi la manière dont on va devoir délivrer ce message qui peut être très différent. C'est hyper important. C'est encore une fois, on est dans de la forme. Et on dit souvent, le meilleur fond s'écroule sans la forme. Hein. Donc, il faut être très bon là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut être bon dans la forme. Et en même temps, il y a des outils. Si tu veux, ça, moi, j'adore ce sujet. C'est que depuis qu'on est tout petit en France, alors particulièrement en France, hein, je prends souvent l'exemple de ma fille qui était rentrée un jour avec un bulletin. Un super bulletin. Il y avait des 20, des 18, et il y avait un 8 sur 20. D'après toi, quelle note a entouré la directrice ? Le 8. Le 8. Évidemment. Eh ouais, alors qu'elle aurait pu entourer Mais bien sûr, le 20. Le 20. Et toutes les autres notes, j'ai envie de te dire. Non, mais on est d'accord. Et du coup, ce qui fait que, en fait, on reproduit ça, on a tendance à reproduire ça dans notre management. Quand on a un collaborateur qui accomplit une mission de manière presque parfaite, la première chose que va dire souvent le manager, c'est tiens, le truc qui est pas bien fait. En premier. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais c'est l'ordre des choses. C'est d'abord, on doit se forcer à aller voir ce qui va bien et à demander à l'autre, c'est génial ça. Explique-moi comment tu as fait, ça m'intéresse, bravo. Et après, je vais lui demander, tiens, ce point-là, si tu devais le refaire demain, qu'est-ce que tu pourrais améliorer ? Qu'est-ce que tu proposes ? Et là, on est vraiment dans une dynamique de construction, de recherche de solutions, et surtout, on gagne encore plus la confiance et l'écoute du collaborateur. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, je travaille dans les avis clients. Et même quand un de mes clients a 90% de compliments, il va ne retenir que les 5% de problèmes. Parce qu'entre autres, il y a d'autres possibilités. Donc, je ne suis pas mauvaise en calcul. C'est juste que tu peux avoir 85% de compliments, des suggestions, des problèmes. Et tu n'as que 5%, on va dire, d'irritants. Et tu vas ne retenir que les irritants. Et c'est vraiment ce que j'appelle le négativisme naturel. Mais en fait, tu as peut-être donné un premier élément de réponse à ça, c'est que peut-être que dans notre éducation, bien sûr, eh bien, on a eu tendance à nous rappeler que la mauvaise note sans se rappeler de toutes les bonnes. Et donc peut-être que nous, en tout cas en France, on a tendance à de nous rappeler que de ça. Oui, et puis mais effectivement, ça vient peut-être de là. Tu regardes les informations. Oui, mais ça, c'est encore autre chose. Ils sont payés pour nous dire ils sont payés que pour nous dire que ça va pas. C'est ce qui fait leur business, tu sais. Et je trouve que on doit accorder plus de temps. Et dans un entretien avec un collaborateur, pour moi, ça doit être vraiment équilibré. C'est de se dire, t'as fait des choses bien, on va en parler, bien sûr. Et moi, ça m'intéresse de savoir quelles sont tes forces, quelles sont tes qualités, parce qu'on va s'en servir demain. Et on va passer aussi du temps sur ce que tu dois améliorer. Et pour moi, on parle souvent de bienveillance, je trouve que c'est un peu un mot tarte à la crème. Ouais, je suis pas très fan non plus. Chez Kaleido, pour nous, on le définit la bienveillance comme quelqu'un d'encourageant et d'exigeant. Et pour moi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Je comprends. On est d'accord, en tout cas, pour moi, c'est comme plein d'autres mots d'ailleurs, mais derrière bienveillance, moi, j'y crois pas trop. Tu vois, une boîte qui te dit on est bienveillant, en général, c'est une alerte pour moi. Tu l'entends à toutes les sauces.
C'est un peu une alerte. C'est surtout... normalement, tu n'as pas besoin de le dire si tu l'es vraiment. Alors, tiens, ça m'amène sur un autre sujet aussi, Alexandra. C'est que tu vois, là, on parle de bienveillance, on parle des valeurs, on pourrait dire, d'une entreprise. Quelque chose qui est hyper important pour bien manager, c'est de connaître le cadre comportemental de l'entreprise. Et au-delà des valeurs, c'est d'avoir travaillé avec le CODIR, avec les managers sur c'est quoi les principes gagnants, les comportements gagnants qu'il faut vivre dans notre entreprise pour montrer que on les vit ces valeurs. Et ça, cette charte comportementale, souvent, elle n'existe pas. C'est ce que j'allais te dire, parce que est-ce qu'ils l'ont toujours ? Non, souvent, ça n'existe pas. Ah ouais, c'est ça. Alors, oui, c'est exactement ce que j'allais te demander. On va dire, les meilleurs élèves sur le sujet ont défini les valeurs, les ont communiquées et ont travaillé sur, tiens, cette valeur, si je veux la vivre au quotidien, en gros, c'est si je veux faire bien au quotidien, qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas, je te prends un exemple, c'est si je dis que je suis respectueux, la valeur respect, pour moi, la base, c'est quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais, c'est je dis bonjour aux gens. Bien sûr. Et quand il y a quelqu'un qui me parle, même si je ne suis pas d'accord avec lui, je l'écoute jusqu'au bout. Ça, ok, ça montre que je suis en train de vivre la valeur respect. Et donc, formaliser quelques comportements gagnants qui vont nous permettre de bien vivre ces valeurs, pour moi, c'est fondamental. Et tu vois, c'est l'équivalent des règles du jeu dans le sport. Pour bien jouer à un jeu, il faut des règles du jeu. Bien sûr. Pour bien jouer en équipe, pour bien manager une équipe, il faut des règles du jeu. Ces comportements gagnants qui permettront ensuite au manager de féliciter quand c'est bien ou de recadrer quand la personne sort du cadre. En fait, c'est ça, c'est d'avoir son cadre. Exactement. Et pour savoir si, est-ce que mes collabs, peut-être qu'ils font pas tout parfaitement, mais ils sont dans le cadre, ou est-ce qu'ils n'y sont pas en fait. Alors, je te confirme, Alexandra, que nul n'est parfait. Donc, personne ne fait tout parfaitement. Bien sûr, mais évidemment. Non, mais et heureusement. Et heureusement. Sinon, il faudrait toujours essayer de rattraper celui qui fait tout bien. On dit souvent, nul n'est parfait, et une équipe peut l'être. Donc, ça suppose toujours cette dimension collective aussi. La complémentarité, justement, de chacun, des différentes couleurs du disque, par exemple, aussi, peut apporter une force... Et je trouve que, tu vois, dans le manager leader, cette notion de leadership, il y a aussi cette notion de collectif qui est très importante. Avoir des moments de cohésion d'équipe, avoir du travail de co-développement avec les collaborateurs, justement pour se servir de toutes les forces en présence dans l'équipe. Et donc, tu as plutôt, de tout ce que j'entends en tout cas, une vision très positive ou en tout cas très enthousiaste et optimiste du manager aussi de demain. De toute façon, des managers, on en aura toujours besoin, et heureusement. Et est-ce que cette tendance de peut-être, en tout cas telle qu'on l'entend aujourd'hui, j'ai pas envie d'être manager et d'une génération qui n'a pas forcément envie d'endosser ce rôle-là, est-ce que tu penses qu'on en aura quand même toujours demain ou est-ce qu'il est encore plus important pour les entreprises de justement faire appel à des structures comme toi pour permettre de redonner du sens à cette notion de manager ? Alors, je pense que les structures comme Kaleido, on est vraiment là pour accompagner déjà le CODIR ou les dirigeants à bien formaliser justement leur projet d'entreprise, Exactement. leur vision, pour que le sens, on puisse le communiquer à tous les managers et à tous les collaborateurs. On va juste les aider à ça. En revanche, nous, on va être très présents aussi, enfin, c'est pas en revanche, c'est en plus, sur la formation de ces managers, de leur donner les outils et s'assurer qu'ils sachent les utiliser. Ouais. On est vraiment des entraîneurs. Moi, je pense que je suis un entraîneur d'athlètes d'entreprise. Bien sûr. Voilà, ces managers. Et puis ceux qui ont peur d'être manager, je leur dirais, c'est pas grave, tu vas devenir un bon leader. Parce que son rôle, ça va être de donner du sens, d'être un guide, de savoir accompagner, de savoir coacher ses équipes. Et je pense que vraiment, c'est vraiment possible. Et d'ailleurs, on a commencé par ça et puis tu conclus avec ça, mais manager, leader, on peut être les deux, mais on peut être aussi l'un sans être l'autre. Des vrais leaders, tu en as beaucoup rencontrés ? Alors ça, c'est ma perception. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un, tu vois, j'apprécie tellement de travailler avec lui, j'ai tellement confiance en lui, je le respecte tellement que... quand il me demande quelque chose, je dirais même si le sens
n'est pas forcément très présent, je vais le faire parce que c'est lui. Alors, il ne faut pas que ça soit poussé à l'extrême. Hein, non, bien sûr. Tout comme il ne faut pas que le sens soit poussé à l'extrême, sinon on est dans les grands gourous. Hein. Mais je pense que c'est vraiment les trois. Il faut donner du sens, il faut expliquer pourquoi on va là-bas, pourquoi on poursuit cet objectif. Il faut donner envie en faisant participer les gens, les écoutant, en travaillant en équipe, en formant, en faisant des feedbacks constructifs, réguliers et bidirectionnels. Et il faut s'assurer que dans l'équipe, on ait comme cette notion pour moi plus de manager, c'est qu'il y ait bien les bons moyens, les bonnes ressources pour pouvoir poursuivre ces objectifs, quoi. Parce qu'il y a un enjeu derrière le leader pour l'entreprise. Ah bah carrément. Pour tous ceux qui nous écoutent, parce que pour le coup, tu perds ce leader-là. Est-ce que tu n'as pas un risque de perdre plus de personnes derrière ? Surtout aujourd'hui, où on voit que c'est très difficile de retenir les talents. Exactement. J'ai lu qu'en France, il y avait une personne sur deux qui souhaitait quitter son entreprise à cause de son manager. Ah ouais, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est énorme. Hein. Ça veut dire que là, il y a un vrai enjeu de prise de conscience, d'accompagnement, de formation pour aider aussi ces managers à se dire mais je ne suis pas là pour donner des ordres, enfin je ne suis pas uniquement pour ça. Dans certaines situations, c'est bien. Hein. Quand on est dans l'urgence ou quand ça touche à la sécurité des biens des personnes, il faut être directif. Non, bien sûr. Mais au quotidien, c'est avoir ce dosage de management participatif pour que les gens, on puisse justement leur donner un sens à ce qu'ils font. On puisse leur garantir aussi d'avoir un équilibre avec, on n'a pas parlé de ça, mais vie pro, vie perso. Hein. Bien sûr. Et si la personne, elle veut rentrer plus tôt parce qu'elle doit aller chercher ses enfants, mais qu'après, elle va travailler sur le sujet. Avant tout, ce qui compte, c'est d'obtenir un résultat, quoi. Donc, moi, si j'ai cette notion de confiance qui existe, j'ai pas de problème, moi, à ce que la personne, elle travaille quand elle sera la plus disposée à le faire, quoi. Après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si ces mêmes personnes qui ont dit... Une personne sur deux, tu m'as dit. Ouais. Est-ce qu'en changeant de manager, on aurait vraiment 100% de salariés qui disent « Ah bah non, en fait, ça va ». Tu vois, je sais pas. Est-ce que la vraie problématique, elle repose sur le manager ou est-ce que c'est pas devenu un peu notre punching ball aussi Si, je crois que tu as raison. C'est ce qu'on disait, c'est un peu entre le marteau et l'enclume. Ouais, c'est ça. C'est que le prétexte, c'est un peu le manager, mais finalement, c'est au travers du manager que le collaborateur complètement. Va avoir le sens. Non, mais complètement. Qui a sans doute été, normalement, identifié au niveau de la vision de l'entreprise et de la direction générale, mais ça redescend au travers des grands défis, des objectifs annuels, ça. Et donc, ce sens, il doit vraiment exister. Et je pense que c'est vraiment sur la partie générer l'envie, où là, il a un rôle fondamental Je suis d'accord. D'exploiter les valeurs de l'entreprise et la charte comportementale de par son attitude et son exemplarité, de donner envie finalement de le suivre. Mais parfois, même avec tout ça, il peut y avoir des moments où on a envie d'autre chose. Bien sûr. Puis, c'est pour ça que je me permets, parce que c'est aussi, je pense, ce genre de statistique qui peut faire du mal à cette notion de manager et tu vois qui empêche certains de vouloir y aller parce qu'ils se disent non, ça va être trop de responsabilité. Ouais. Là, tu vois, je raconte souvent cette histoire en fait, c'est que je dis tiens voilà, moi je suis capitaine d'un navire et je dois affréter mon bateau. Qui vient avec moi? Et là, d'après toi, à cet instant, si je donne que ces informations, qui vient avec moi sur le bateau? Si tu es censé, normalement personne, sauf si tu as ce côté justement leader qui fait que les gens vont dire ok, moi j'ai besoin d'avoir aucune autre info, de toute façon si tu me demandes de le faire, je te suis les yeux fermés, quoi. Voilà, et je te remercie Alexandra parce que j'ai quand même quelques amis, donc ceux-là vont me suivre, juste parce que c'est moi. En revanche, si je dis, tiens voilà, je suis capitaine d'un navire, j'affrète un bateau et on va à New York, qui vient avec moi? Qui va venir? Là, pour le coup, tous ceux qui ont envie d'aller à New York, mais il manque quand même une info. Exactement. Est-ce que tu as les compétences pour m'amener? Alors, attends, là, on n'est qu'à la deuxième question. C'est que là, on va avoir les gens qui ont envie d'aller à New York par bateau, parce qu'on pourrait très bien y aller par avion aussi, et mes amis. Et maintenant, je dis, voilà, je suis capitaine d'un navire, j'affrète un bateau, on va à New York. Avant de partir, on va définir ensemble les règles de vie à bord. Ok. Qui vient avec moi?
Ceux qui ont besoin d'avoir plus de sens et de cadre. Alors, donc on va à New York. Donc le sens, c'est on va à New York en bateau. De cadre. Et le cadre, c'est, voilà, on a déterminé ensemble que les règles de vie à bord, c'était ça. C'est-à-dire qu'on se lève à 5 heures tous les matins, qu'on fait son lit, que le point... C'est ceux qui ont adhéré au cadre. Exactement. C'est les gens qui sont d'accord pour partir à New York sur ce bateau en respectant ces règles du jeu. Et après, tu as raison. C'est OK, non. Une fois qu'on a les gens qui ont envie d'aller à New York par bateau avec ces règles du jeu, on va dire OK, du coup... Qui va jouer le rôle du barreur, qui va être cuisinier, qui va laver le pont. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est que là, on va avoir des gens donc, sur chaque poste, des compétences et des motivations pour... Mais le point commun, on va dire, ça sera toujours que tout l'équipage soit d'accord pour respecter ces règles de vie à bord. Et c'est pour ça que je suis assez lourd sur le sujet, sur les valeurs, la charte comportementale. Non, mais tu as raison. Parce que c'est les règles du jeu. Mais là où pour moi, c'est presque un impondérable, mais qui n'est pas toujours respecté, mais il est au-delà même des épaules du manager. C'est celui de l'entreprise quand tu arrives dans l'entreprise. Ouais. Quand tu passes les premiers tests ou les premiers entretiens, en fait, ce cadre-là, tu devrais le connaître avant de dire oui ou non. Tu vois, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec un mal-être ou en tout cas des erreurs de casting dans les deux sens. Ouais. C'est parce que les règles ou le cadre, il n'avait pas été très bien. N'importe qui, même cette jeune génération, tu leur dis, moi, il y a un cadre sur lequel tu ne peux pas déroger. Je te reprends un exemple en tout cas que vécu. Je suis dans le domaine bancaire. Ouais. Tu vas devoir gérer un portefeuille client. La banque ouvre à 9h, donc obligatoirement, tu ne peux pas déroger. C'est 8h45 à l'agence ou sinon, on ne respecte pas le cadre. Ouais. Cette génération considère que d'arriver 5-10 minutes en retard, ce n'est pas grave. Mais c'est le cadre initial, tu vois, posé. Ouais. Quand d'autres boîtes vont dire, moi, si tu arrives à 9h10, je m'en fiche, à partir du moment où le travail est fait, bien comme sûr. Tu l'as dit tout à l'heure, peu importe. Mais quand ton cadre de départ, c'est d'avoir en face de toi un client qui vient parce que tu ouvres à 9h. C'est pas parce que tu ouvres à 9h05, puisque lui-même, il doit derrière faire des choses. Et tu vois, et c'est là où, parfois, ce cadre-là, il dépasse pour moi même le rôle du manager. Il doit être porté par l'entreprise, mais véhiculé par ton manager, alors, puisque c'est lui. Tu as raison. Il faut dissocier les deux. C'est que là, ce dont tu parles, pour moi, Alexandra, ça, c'est pas la charte comportementale. Ça, c'est le contrat de travail. Exactement. Et le contrat de travail, c'est un engagement qui est signé par les deux parties. Et quoi qu'il arrive, je dois le respecter. Sinon, je risque une sanction par rapport à ça et voire d'être viré de l'entreprise. Là, je suis plus sur le cadre comportemental. Oui, mais je peux mêler les deux parce que souvent, il peut y avoir, tu vois, ce biais de remettre sur les épaules de l'un les responsabilités de l'autre et vice-versa. C'est pour ça que je dis, mais tu as raison, et c'est pour ça que tu as bien raison de dissocier les responsabilités de chacun, mais parfois on les associe, on les lie. Bien sûr, et c'est hyper important. Et alors c'est marrant, tu vois, sur les valeurs, ça me fait toujours rire, c'est que souvent dans les entreprises, elles sont affichées, ces valeurs. Bien sûr. Soit sur le site internet, bien sûr. Soit sur le site internet et les murs dans l'entreprise. Dans l'entreprise. Et j'ai une anecdote là-dessus, c'est qu'un jour, j'arrive chez un client, j'avais rendez-vous avec le DG, et puis il y avait sur les murs la notion de orientation client, qui était une valeur forte de l'entreprise. Et puis j'arrive, j'attends dans la salle d'attente. C'est rare dans mon métier, c'était plus dans la grande distribution que j'attendais souvent dans les salles d'attente. Bien sûr, je veux bien le croire. Mais là, j'attends 3 quarts d'heure, donc c'est long, 3 quarts d'heure. Et puis, il y a plein de gens qui passent à côté de moi, des collaborateurs de l'entreprise. Ça. Personne ne m'a dit bonjour en 3 quarts d'heure. Personne. Et donc, j'arrive avec le DG, là, en entretien, et je commence par le féliciter. Je dis, en tout cas, je voulais vous féliciter. Alors, il se demande pourquoi. Je dis, en tout cas, vous allez pouvoir féliciter vos collaborateurs. Ils sont hyper forts. Ça fait 3 quarts d'heure que je suis là. Il n'y en a aucun. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait, mais pour deviner que j'étais pas un client, en fait. Alors ça, forcément, lui, il était gêné de ça. Mais pour moi, c'est une bonne illustration de... alors, bien sûr. C'est bien d'écrire des mots sur les murs, mais moi, ce qui compte, c'est qu'on les vive, les valeurs. Bien sûr. D'où
l'importance d'avoir ce cadre comportemental. Et je pense que le vrai rôle du manager, c'est ça, c'est de le faire vivre au quotidien. Et de le porter. Dire, bah voilà, génial, aujourd'hui, tu as vraiment vécu cette valeur, bravo, félicitations pour ça. Ouais. Et quand il sort du cadre le lendemain, bah, dire, bah là-dessus, non, t'es hors jeu là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu proposes pour que ça... Pour revenir dans le cadre, ouais. Ça se reproduise plus jamais, ça. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion parce que je vois l'heure qui tourne et Je suis bavard, hein. Non, et en fait, je trouve qu'on a apporté des belles réflexions, en tout cas toi, hein, parce que je n'ai fait que te poser la question. C'est un sport d'équipe, hein. Mais je trouve tu vois, à la fin, là, ce cadre comportemental, il est un peu la clé, comme tu l'as dit, de ce rôle, quel que soit le temps qui passe, les évolutions de la société ou même des générations à venir. En fait, ce cadre, il restera toujours vrai, quelle que soit l'année pendant laquelle on écoutera ce podcast. Je pense que ça sera toujours d'actualité et c'est très intéressant. Ouais, puis moi, je voudrais aussi, par rapport à ça, finir sur une note optimiste. Hein, c'est que pour moi, OK, ancienne génération, nouvelle génération, je pense que les nouvelles générations, elles aiment aussi avoir quelque chose de clair, bien sûr, de savoir dans quoi elles s'engagent. D'autant plus. De savoir c'est quoi le sens, de savoir ce qu'on attend de moi en bien, ce que je dois éviter de faire, ce que je dois pas faire. Et plus c'est clair, plus la relation manager-managé, elle sera facile à faire vivre dans le temps. Bien sûr. Et je pense que c'est là où, pour aussi reprendre ce que tu as dit, l'écoute et la communication. C'est pas que dans un couple, c'est aussi entre collaborateurs. Je pense que c'est essentiel et indispensable. Donc effectivement, je pense que l'écoute et la communication sont aussi les deux clés de succès du bon manager. Merci Damien. Merci Alexandra. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt.